Alors j'ai en face de moi deux invités, le camarade Kassim et le camarade Mohamed, qui sont tous les deux du ministère de la Production. Nous allons nous entretenir ensemble de la réforme agraire. Alors d'abord, ma première question, ça serait de parler, d'expliquer un peu ce que signifie la réforme agraire pour les paysans, de manière globale. Globalement, cette réforme va permettre aux paysans d'abord de cultiver, de pratiquer une culture spéciale dont il est sûr, par exemple, de faire le maximum de rendement. Donc d'un côté, lui, il sort gagnant, mais également l'État également sort gagnant. Deuxièmement, elle commencera par la distribution des terres qui sera, elle, déterminée à la suite de la mise à jour d'une carte d'aptitude des sols. Et dès qu'on l'aura, on va redistribuer les terres conformément, bien entendu, aux résultats de cette carte d'aptitude des sols. Si je comprends bien, vous avez partagé les îles en zones de culture en fonction de la qualité du sol. C'est ça. Pouvez-vous me citer ces zones de culture? Par exemple, qu'est-ce qu'on produira si on parle de la culture vivrière? Il y a les céréales, il y a les maïs, il y a les tubercules, le manioc, les patates douces, et il y a les bananiers. Vous voyez, actuellement, sur le point de vue de l'agriculture, on entre dans la troisième phase. Cette troisième phase consiste à mettre en place la réforme agraire et là, pour objectif principal, d'abord, la recherche de l'autosuffisance alimentaire. Prenons une moudiria, quelconque, le paysan travaille sur quelle terre? Elle appartient à qui cette terre? La terre appartient bien sûr à l'État. Auparavant, elle appartenait à des petits propriétaires terriens. Ou à des grands colons. Le paysan, bien entendu, fera sur la parcelle qui lui sera affectée par l'État une culture qui entre dans le cadre général du développement de l'économie de l'État. Et pendant le cycle végétatif, c'est-à-dire du semis jusqu'à la récolte, le paysan, bien entendu, n'aura pas à attendre, comme par le passé, une récolte problématique pour, disons, pouvoir avoir de la monnaie. Le paysan va toucher une avance sur la récolte. À la fin de la récolte, l'État achète le produit de la récolte et si il y a un reliquat, ce reliquat reviendra aux paysans. Nous arriverons quand même à expliquer aux paysans que son intérêt réside justement à collaborer avec l'État et le pouvoir révolutionnaire qui n'a pour but que pour améliorer sa vie. J'ai cru comprendre qu'il y avait quand même des réticences assez importantes dans l'île d'Anjouan où les gens semblent avoir peur de ne pas pouvoir faire leur culture personnelle de manière à avoir leur petite culture familiale qui permettra de vivre sans avoir à aller acheter des produits au marché. En fait, leur inquiétude vient du fait qu'ils n'ont pas bien assimilé l'explication qui leur a été donnée. C'est-à-dire que si on se place au point de vue agronomique, le but que l'on recherche actuellement, c'est à partir du moment où on a déterminé une zone qui est apte pour une telle culture, si vous voulez, la majorité de la culture qui doit être faite sur ce terrain, c'est pour cette culture. Pour préciser ma pensée, je reviens toujours à mon maïs. Si dans une zone quelconque, on a déterminé que cette zone est apte pour le maïs, il est certain que le maïs devait être en priorité dans cette zone. Mais cela n'exclut pas que l'on puisse faire d'autres cultures sur la même parcelle, qui puissent en quelque sorte qu'à la fin de la récolte, le paysan puisse gagner encore plus qu'avec la seule culture de maïs. Mais est-ce que le paysan n'a pas le sentiment d'être, finalement, celui qui n'a pas compris, d'être dépossédé de sa terre? En fait, ça, je crois que c'est un faux problème, parce que jusqu'à maintenant, la terre en question ne lui appartenait même pas. Hein? Si vous voulez, il était métayer. Donc, maintenant que la terre qui va travailler, de toute façon, ne lui appartient pas, mais appartient à l'État, donc le propriétaire change, mais du moins, avec l'État, il est sûr au moins qu'il va travailler sur ce terrain, alors qu'avec l'ancien système, le propriétaire terrien peut lui dire du jour au lendemain, écoutez, moi je suis plus d'accord avec vous, vous devez quitter. Alors il se retrouve du jour au lendemain sans terre. Avec le système actuel, il est, vous voulez, si vous voulez son interlocuteur, si vous voulez, c'est l'État. Donc il est certain de travailler sur cette terre. Donc je pense que ce n'est pas tellement des avantages, c'est un avantage plutôt.
Quel est le but ultime de cette réforme agraire comorienne? Cette réforme agraire a, si vous voulez, deux buts sur deux plans différents. Si vous voulez, du point de vue culture vivrière et culture des rentes. Au point de vue culture des rentes, le but c'est de maintenir le taux de production actuel et le taux d'exportation. Au point de vue culture vivrière, il s'agit de produire en quantité suffisante, de telle sorte qu'on puisse réduire la quantité de produits qu'on importe de l'extérieur, qui grève énormément le budget de l'État. Est-ce que c'est aussi d'améliorer, bien entendu, la vie quotidienne du paysan? Oui, c'est la bonne chose, ça va avec, puisque là, l'amélioration du rendement, ça suppose une amélioration du paysan en lui donnant les moyens qu'il faut, ce qui concerne l'outillage, l'encadrement nécessaire, les terrains qu'il faut, toutes les tendances. Si la réforme agraire représente l'élément clé de la révolution comorienne, la réforme de la pêche est, quant à elle, essentielle.